Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted avec pour partenaires médias CB News, Redcard et le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, éditeurs, comment émerger dans l'offre programmatique. Les éditeurs ont fort à faire en termes d'univers concurrentiel publicitaire et d'efforts d'innovation pour susciter l'intérêt des agences et annonceurs. Quelle est la situation actuelle des éditeurs dans l'offre programmatique ? Les prix planchers chez les éditeurs ne sont-ils pas un frein à leur attraction sur le marché programmatique ? Quelles sont les conditions pour vendre un environnement premium à bon prix ? Pour en discuter, Johanna Mérignac de Orange Advertising, Benjamin Drocourt de Boursorama, Thierry Philippet de Planet Advertising, Bruno Michel de Smile Wanted. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois parler des éditeurs et notamment se demander comment, en tant qu'éditeur, émerger dans l'offre programmatique. Et pour cela, j'ai une première question, et Johanna, tu seras la première à y répondre, et ensuite ce sera à vous, messieurs. Quelle est la situation actuelle des éditeurs dans l'offre programmatique ? Alors c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui les GAFA occupent énormément de place dans le marché publicitaire global. Au niveau programmatique, les éditeurs ont besoin d'émerger. C'est vraiment un gros challenge pour nous de pouvoir émerger à différents niveaux, à la fois dans le contexte, c'est-à-dire la qualité du contenu qu'on va proposer aux marques, aux annonceurs, à la fois dans le reach, dans la data, également dans les formats, visibilité et je dirais même les KPI, c'est-à-dire tous les niveaux de performance qu'on peut proposer. Donc vraiment, aujourd'hui, notre gros challenge, nous, en tant qu'éditeurs, c'est de pouvoir émerger dans cette offre programmatique. Et je dirais, pour aller même au-delà, c'est de pouvoir aussi avoir le pendant, c'est avoir cette architecture et cette maturité technique au travers du choix des SSP qu'on va pouvoir faire pour donner accès finalement à nos inventaires, à l'ensemble du marché programmatique, des bailleurs, des traders, etc. Merci Johanna. Benjamin, la situation actuelle des éditeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros questionnement sur le sujet du cookie. Voilà, si on est dans l'actualité, entre les annonces des navigateurs, entre la CNIL qui fait sa recommandation assez ferme, qui concerte mais qui ne coûte pas l'interprofession. Donc voilà, comment on va se positionner d'ici 3-6 mois. Donc c'est un peu un gros sujet du moment. Pas mal de réflexions autour de ça. Il y a pour moi aussi la nécessité des éditeurs, des régies d'investir dans un socle technologique qui soit robuste. Avant, on avait un ad server, des bons commerciaux, un bon market, ça suffisait. Aujourd'hui, il faut avoir effectivement un bon outil full stack qui va permettre l'ad serving de gérer la partie monétisation programmatique, un header bidding avec un wrapper qui va permettre de mettre en compétition les différents SSP, un outil d'aide de vérification pour s'assurer qu'on est dans un environnement premium et qu'on gère bien les sujets visibilité, brand safety, fraude. Je parle pas de la DMP, de la CDP, de la CMP, etc. Donc voilà, je pense que c'est plus que jamais la nécessité d'être en veille, de s'assurer qu'on a les bons partenaires techno, sans quoi on n'arrive pas à émerger, on peut pas monétiser correctement son inventaire. Et puis après, un troisième point que je vois, c'est une relation qui a changé avec nos partenaires de monétisation et nos clients. Quand je dis nos clients, c'est qu'en gros, avant, on faisait du porte-à-porte, on vendait des produits packagés sur étagère. Aujourd'hui, on distribue des flyers et on demande à nos clients, venez tester nos produits, venez chez nous. Donc, il y a une grosse nécessité de faire un gros travail sur le merchandising, entre guillemets, au sein de nos sites et nos inventaires. Et côté partenaire de monétisation, là, on se retrouve à avoir repris le contrôle, puisqu'effectivement, avec la gestion du bidding, au lieu d'avoir sous-traité cette partie-là, on peut la piloter, l'optimiser. Donc voilà un peu les trois sujets principaux. Merci Benjamin. Thierry, ton avis sur l'état actuel des éditeurs dans l'offre programmatique ? Alors je partage complètement les avis qui ont été donnés. Pour donner un peu aussi d'éléments de mon côté, je pense que la manière dont on peut émerger en tant qu'éditeur, c'est que comme c'est expliqué, on a le GAFA qui prend énormément, qui a la grosse part du gâteau. Ensuite on a la long tail, on est des dizaines, des milliers à se battre pour les miettes. Et donc selon moi, pour rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est aussi chercher à s'orienter sur un site qui est épuré, un site qui a une pression pub qui est maîtrisée, une recherche de valorisation de l'inventaire, mais dans un cadre qui est bien défini et qui est dans un système UX. Et je pense que
En allant dans ce sens-là, on va chercher aussi à avoir des performances de KPI immédiats. C'est que la programmatique, à la base, c'était les invendus, c'était quelque chose qu'on achetait pas cher. Là, maintenant, il y a ce qu'on peut appeler le premiumatique. Et le premiumatique, c'est le fait justement de Premiumatique, c'est le fait de dire, ce n'est plus juste de l'invendu, c'est qu'on est en train de dire, OK, c'est le canal programmatique, mais je te vends du premium. Et dans ce sens-là, pour émerger, selon moi, c'est justement chercher à aller atteindre des KPI de performance qui sont bons. Donc c'est la visibilité, ce qu'on a expliqué, le CTR, le CPV, etc., etc. Vraiment la recherche de performance média. Et je pense que c'est comme ça qu'un éditeur en long tail peut se démarquer, puisque les acheteurs vont chercher à aller prendre le meilleur ROI. Et le deuxième point, juste pour compléter, c'est qu'effectivement ça, c'est le côté performance. Et après, il y a le côté branding, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore aujourd'hui du coup du branding qui passe par la programmatique, ce qui était un peu étonnant avant. Mais là, maintenant, ça se passe comme ça. Et donc là, il faut chercher, comme on disait, que la data et un certain, avec des leviers, chercher à faire un matching entre du coup l'audience et la cible qui est recherchée. Donc il y a chercher à bien montrer l'audience qui est sur les sites et chercher des bons KPI. C'est ce que je rajouterais comme élément. Merci beaucoup Thierry. Bruno? Chez Smile Wanted, on a la chance d'échanger avec différents éditeurs, à la fois en France et à l'international, près de 300 marques médias maintenant. Et en prenant un peu de recul, on s'est rendu compte que les éditeurs étaient un peu des équilibristes, un peu des acrobates du digital, qui vont jongler en permanence avec des dizaines et des dizaines d'acteurs, donc des régies, des intermédiaires, des SSP, des technologies, avec plus ou moins de spécificité. Et à partir de ce contexte-là, la gestion de l'offre programmatique va être, côté éditeur, extrêmement complexifiée. Et sans une compréhension parfaite de cet environnement, l'éditeur peut clairement aller droit dans le mur. Donc on échange avec eux sur différents modèles de collaboration, par exemple le waterfall, des deals en garantie, le leader bidding maintenant de plus en plus. Et tout ça, ça doit converger dans une seule et même direction qui va être la recherche de la meilleure valorisation possible pour un placement donné. Et en plus de ça, l'éditeur, il se doit de garder le contrôle à la fois sur le type d'acheteur et sur le type de campagne qui seront amenés à être diffusés sur le site. Donc je prends l'exemple par exemple d'un Boursorama, Benjamin, il va être hyper vigilant à ce qu'une campagne concurrente à la sienne ne vienne pas diffuser sur son site pour éviter un non-sens sur son site, clairement. Donc du Crédit Agricole sur Boursorama, par exemple. Exactement. Il n'y a pas que moi, il y a la direction qui va aller aussi. Et donc la situation actuelle, côté éditeur, elle est très complexe, très compliquée, du fait de cette multitude d'acteurs à gérer, et il faut garder le contrôle en permanence pour éviter d'aller dans tous les sens. Alors justement, puisque tu viens de parler de maintien du contrôle, je vais prendre un outil qui a souvent été utilisé par les éditeurs, à juste titre d'ailleurs, pour justement contrôler la monétisation, c'est les fameux prix planchers. Et moi, je ne sais pas, je me pose la question, on a évoqué les GAFA, etc., donc énormément de volume d'inventaire pour des audiences garanties, ou en tout cas de bonne qualité quand même. Est-ce que les prix planchers chez les éditeurs ne sont pas un frein à leur attraction sur le marché programmatique? S'il te plaît, Johanna. Alors c'est vrai qu'au départ, pour les éditeurs, ça a dû faire un peu peur, l'arrivée du programmatique ou fixer nos CPM, puisque vraiment on ne savait pas trop comment ça allait réagir nous de notre côté. Bien évidemment, il ne fallait pas que ça fasse un effet déflationniste, parce qu'on n'a pas non plus des audiences qui sont complètement extensibles, et il faut quand même qu'on maintienne la valeur de nos univers, de nos écosystèmes. Donc au départ, on marche un petit peu à tâtons. Il faut savoir quand même que heureusement les floors ne sont pas équivalents aux ICPM qui sont réellement achetés. Donc, du coup, c'est là où on marche un petit peu, on fait du test and learn. Après, ce qu'on a fait, nous, chez Orange, c'est qu'on a mis en place une analyse de yield management. On a carrément cette stratégie où on va pouvoir analyser les formats en fonction de leur visibilité, en fonction de leur performance et même des taux de remplissage qui vont nous permettre finalement d'aller ajuster le bon floor sur les formats. Floor, le plancher. Le plancher, exactement, le prix plancher. Donc c'est vrai que ça nous permet quand même de maintenir une rentabilité sur nos formats publicitaires. Ça demande un peu d'agilité, un peu de réactivité, c'est sûr. Il faut faire doucement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus les changer tous les jours. Ça, c'est un bon conseil aussi, parce que sinon, pour les bidders algorithmiques, ils sont un petit peu perdus dans tout cela. En revanche, voilà, cette analyse de yield est très importante pour fixer les bons prix et avoir une bonne rentabilité.
Merci Johanna pour cet éclairage sur ces techniques d'assurance de rentabilité à travers le yield, comme tu l'as expliqué. Benjamin, ta vision sur ces fameux prix planchers et mon interrogation, naïve sans doute, sur le fait que ces prix planchers trop utilisés peuvent être un frein à l'attraction des éditeurs sur le marché programmatique. Alors, je vais te faire une réponse de Normand, c'est oui et non. Je vais rejoindre un peu Johanna. Effectivement, ça peut être oui dans la mesure où on va mettre en place des prix planchers qui ne sont pas forcément réfléchis, qui ne sont pas adaptés à différents environnements, qui vont être trop élevés. Dans ce cas-là, forcément, on se coupe de pas mal d'opportunités et on n'optimise pas la monétisation de notre inventaire. Après, non, je pense que ça reste nécessaire d'avoir des prix planchers, encore une fois bien pilotés. Sans prix plancher, dans un environnement où on est passé en 100% transparent, tu as le risque d'ouvrir ton inventaire à tous les annonceurs avec la possibilité d'acheter à des prix très faibles, donc tu perds un peu le contrôle. Et c'est primordial justement de trouver cet équilibre. C'est sûr que plus il y aura de compétition, moins tu auras besoin de mettre des prix planchers puisque naturellement les prix vont tendre vers la hausse. Pour reprendre une image, si tu fais une vente aux enchères dans un magasin où tu as 2 acheteurs, le risque c'est que tu vends en dessous de ton tarif. Si tu as 100 acheteurs, tu vas pas avoir un prix plus élevé que ce que tu aurais pu imaginer. Donc je pense que c'est effectivement une question de deal, c'est une question d'agilité, selon les environnements, selon les poches d'inventaire, selon les secteurs, et il faut piloter ça de la manière la plus fine et la plus agile possible. Voilà. Merci Benjamin. Thierry, ton avis sur justement ces prix planchers qui pourraient être, de mon point de vue, mais je me trompe sans doute, un frein à l'attractivité des éditeurs, et notamment des éditeurs premium, sur le programmatique? Alors effectivement, j'ai un discours un peu différent de ce qui a été dit. Donc chez Planet Advertising, on a 3 sites, planet.fr, medicite.fr, eSanté.fr. Et en fait, on a une part assez importante de l'inventaire pub qui est monétisé en programmatique. Et en fait, on a fait un test, de toute façon dans le digital, il faut A/B tester. On a fait un peu ce qu'on appelle le adaptative floor. Donc le fait de dire, j'ai pas de dogme. Je ne sais pas si le fait de manuellement mettre des floors va vraiment augmenter la valeur, sachant que l'objectif c'est quoi? C'est faire du business. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai cassé tous les floors, je les ai enlevés. Et je me suis dit comment le marché va réagir. Donc effectivement, je rejoins Johanna. Il ne faut pas le faire trop souvent et trop vite parce qu'il faut le temps que les acheteurs et que les algorithmes comprennent ce qui s'est passé et refassent une gestion d'achat pour se dire tiens, finalement le ROI il est bon, donc je vais réinvestir chez Planet. Mais donc ce que j'ai fait, c'est pas de dogme, j'ai tout enlevé et je me suis dit je vais adapter. Donc un point essentiel sur ce genre de système, c'est le fait d'être réactif, agile et bien suivre et monitorer ce qui se passe. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que tout le monde ne peut pas le faire non plus, puisque je rejoins un peu ce que j'ai dit en préambule, c'est que l'achat programmatique est fait sur des indicateurs de performance. Comme je suis convaincu et je suis plus que convaincu, j'ai des statistiques qui montrent que j'ai des bonnes perfs, de la visibilité, des taux de clics, des gens qui sont engagés sur mes sites. Du coup, j'envoie ces indicateurs-là aux acheteurs programmatiques et du coup, je me suis rendu compte que le floor n'a pas d'intérêt puisque la compétition, donc comme dit Benjamin, j'ai suffisamment branché de canaux pour dire que là, ils ne sont pas 2, mais ils sont 100, enfin un peu moins de 100 quand même. Et du coup, ils vont avoir... Je te souhaite. Et cherchent en fait à se dire tiens, j'arrive pas à ce prix-là à prendre l'inventaire, donc le floor est juste un minimum, donc c'est-à-dire que c'est le prix plancher, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'ICPM. Et le fait d'avoir un inventaire de qualité, avoir suffisamment de demandes et avoir des gens qui font la compète, naturellement, j'ai eu le creux de oh j'ai plus de floor et après ça a remonté et ça montait plus haut que quand j'avais des floors. Merci Thierry. Bruno, ton avis et ton observation cette fois-ci en tant qu'adtech sur l'usage des prix planchers? Quand tu imposes une certaine contrainte, forcément ça va entraîner mécaniquement un frein. C'est mécanique, clairement. Et donc à partir de là, dans ce cas précis, l'activation d'un floor price va impacter sur la demande et forcément te priver d'une multitude de campagnes que tu aurais pu avoir sans l'activation de ce floor price. Donc moi, d'un point de vue personnel, je pense qu'il est très important de maintenir ces prix planchers, justement, mais il faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser parfaitement son inventaire par typologie de contenu, par device, bien maîtriser aussi tous ses placements, ceux qui sont visibles versus ceux qui le sont moins, pour au final attribuer une valeur de prix plancher plus ou moins élevée. L'éditeur, ce qu'il va rechercher, c'est un RPM le plus important possible, et ça passe par des fill rates proches de 100%, ça c'est le Graal de chaque éditeur. C'est les taux de remplissage des inventaires. Exactement, tout à fait. Et un CPM le plus élevé possible. Et c'est un des positionnements justement de Smile Wanted qui va être
de dégager la meilleure valorisation possible pour un placement donné. Et ça, on le fait grâce à notre technologie de monétisation. Après, un dernier point, si je peux me permettre. Je te permets un dernier point. Un dernier point, c'est dans le milieu des acheteurs, et ça c'est intéressant de l'avoir en tête, côté éditeur, c'est qu'il va exister différents types d'achats. Donc tu vas avoir des acheteurs qui vont rechercher de la performance sur des niveaux de CPM bas, et donc là c'est plutôt des types retargeteurs, et d'autres acheteurs qui eux vont plus rechercher du branding, de la visibilité, avec des CPM plus intermédiaires, voire beaucoup plus élevés. Merci pour ces précisions et cette exhaustivité de stratégie de monétisation. Mais justement, c'est intéressant quand même les points que tu as évoqués, parce que tu évoques un certain nombre de conditions. Et justement, c'est ma troisième question. Quelles sont les conditions pour vendre les environnements premium au bon prix? Johanna. En fait, je pense qu'il y a une partie de la réponse déjà dans la question. On parle d'environnement premium. Donc déjà, je pense que la condition sine qua non quand on est un éditeur, c'est d'avoir un contenu de qualité. On le sait très bien, les marques, les annonceurs aujourd'hui cherchent plutôt des environnements qui sont brand safe. On a vu les scandales qu'il y a eu avec des Facebook et YouTube. Donc là, pour nous, les éditeurs ont ce challenge d'avoir ces contenus de qualité, ces environnements qui sont premium. Derrière, pour avoir le bon prix, je dirais, on en a parlé, Benjamin en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment toute la partie ad tech, le header bidding, qui va finalement donner un peu plus de compétitivité, faire jouer justement l'offre et la demande entre les différents acheteurs, et qui vont nous permettre, nous, en tant qu'éditeurs, finalement, de valoriser les formats qui fonctionnent bien, qui ont des belles visibilités, qui ont des bonnes performances même de complétion. Je pense que là, les acheteurs sont prêts à payer cher sur des formats qui fonctionnent très très bien. Et le header bidding est aussi là pour aller mettre un peu plus de compétitivité là-dedans. Merci Johanna. Benjamin, ton avis sur les conditions pour vendre un environnement premium au bon prix? Mais on est tous des premiums ici. Enfin, je ne parle pas pour moi, mais... Déjà, il y a qu'est-ce que le juste prix? Le juste prix, est-ce que c'est le prix que j'ai envie de vendre en tant qu'éditeur? Est-ce que c'est le prix que j'ai envie d'acheter en tant qu'acheteur? Je pense qu'en fait, c'est l'offre et la demande quand elles se rejoignent. C'est le prix de rencontre qui fait que l'acheteur est prêt à acheter à tel prix pour être dans son ROI, dans ses objectifs, et l'éditeur qui a un niveau suffisant pour être dans ses objectifs également. Donc ça, je pense que c'est le juste prix dans un premier temps. En termes de conditions, effectivement, il y a en gros le label Digital Ad Trust et au-delà. Donc je propose de la brand safety, c'est-à-dire un environnement où j'ai des contenus de qualité, et je vais même au-delà des contraintes IAB, j'ai une capacité à exclure les mots-clés spécifiques à un annonceur. Je propose un environnement où j'ai zéro fraude ou presque. Je propose un environnement où j'ai des formats qui sont visibles, c'est devenu un critère essentiel. En fait, ce que tu nous décris, c'est, pour rejoindre ce que disait Johanna, c'est en disant que j'avais la réponse dans la question, c'est ce que tu nous décris, c'est être premium. Exactement, c'est être premium à tous les niveaux, dans l'environnement, avec une data de qualité et encore une fois avec le bon prix, parce qu'on peut avoir toutes les conditions, si on vend trop cher, on ne répondra pas à la demande de nos annonceurs, on ne sera pas dans leur target de ROI et d'efficacité publicitaire. D'où ma question cette fois-ci précédente sur les fameux planchers, mais on y a déjà répondu. Merci Benjamin. Thierry, quelles sont les conditions de ton point de vue pour vendre un environnement premium à bon prix ? Alors la notion de bon prix est selon moi à expliquer, parce qu'effectivement, en tant qu'éditeur, j'ai une position qui est assez claire, c'est que je cherche à vendre le plus cher possible mon environnement d'inventaire pub, et l'acheteur, lui, il cherche à acheter le moins cher possible. Et tous les deux, des deux côtés, on cherche à trouver nos indicateurs clés, nos objectifs qui sont atteints. Donc dans ce sens-là, effectivement, à la base, pour avoir un bon prix, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il faut avoir un environnement premium. Ça a été déjà expliqué, mais juste pour redonner quelques points, c'est un environnement qui est safe, donc brand safety, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de marque et d'articles qui ne coïncident pas avec une marque. Le fait d'avoir de la visibilité, puisqu'avant on vendait des impressions qui n'étaient pas vues, là on a un indicateur qui est très clair, c'est qu'il faut absolument que l'impression soit vue. Donc l'environnement premium, déjà de base, il va amener un prix plus haut. Et comme je disais, le fait d'avoir un environnement premium va déjà mécaniquement, avec le système que j'expliquais des prix planchers et le fait d'avoir une bonne compétition, ça va permettre une bonne valorisation. Donc en fait, il n'y a pas de bon prix, il y a juste un travail à avoir, écouter comment le marché évolue, être propre, être premium, proposer de l'inventaire qualitatif et naturellement, il y aura le bon prix. Merci Thierry.
Bruno, ton point de vue sur les conditions pour vendre dans un environnement premium, ton point de vue d'AdTech? Alors avant tout, il faut se poser la question de ce qu'est un environnement premium. Chacun peut avoir sa propre conception, sa propre définition. Chez Smile Wanted, par exemple, pour nous, un environnement premium, ça va être un inventaire qui va répondre parfaitement à différents critères d'analyse qui sont faits à travers nos algorithmes. Par exemple, la nature du contenu, si c'est du contenu d'articles standards, si c'est des galeries photos, du contenu vidéo, par exemple. Également, les niveaux d'interaction par placement qui sont très importants pour appréhender tout ça. Et également, entre autres, l'origine du trafic. On sait pertinemment qu'une audience qui provient des réseaux sociaux ne va pas avoir la même qualité, en termes de monétisation, je parle, qu'une audience qui provient du search ou du direct. Donc tout ça, on va, grâce à Smile Wanted, créer un environnement premium. Et après, il y a d'autres facteurs, comme le label Digital Act Trust, que certains éditeurs disposent, qui vont permettre d'identifier encore mieux ces environnements premium. Donc, c'est à l'éditeur aussi d'être acteur pour aller créer justement un environnement publicitaire responsable qui va permettre de garantir une brand safety côté éditeur. C'est également à l'éditeur d'aller optimiser l'expérience utilisateur. C'est un point très important qu'on n'a pas encore abordé, mais l'idée c'est de limiter le nombre de placements par page et également d'éviter les formats trop intrusif. Et à partir de là, tout ça, ça va conditionner à créer un environnement le plus premium possible et qui permet, et c'est là où c'est important, d'avoir un niveau de performance côté acheteur qui va être très intéressant pour eux, beaucoup plus intéressant. Et c'est ce qu'on propose à travers la technologie de Smile Wanted. Merci Bruno. Johanna, tu vas répondre à cette dernière question. Et bien sûr, messieurs, vous pourrez suivre juste après. Dernière question sur programmatique versus vente directe. Comment justement concilier les deux approches, programmatique et vente directe, tout en réussissant à développer la croissance des revenus? Alors la réponse pour moi, elle se joue dans le programmatique garanti, qui finalement réunit le meilleur des deux mondes. À la fois la possibilité, comme la vente directe le permet, de réserver un volume d'impression et à la fois de profiter et de bénéficier de l'agilité et de la souplesse qu'offre l'OpenRTB. Le programmatique garanti chez Orange, c'est vraiment un mode d'achat qui est complètement en croissance chez nous, qui se développe beaucoup, notamment dans les périodes de forte densité commerciale, que ce soit les soldes ou que ce soit même le Black Friday. On a beaucoup de demandes à ce moment-là. Et pour finalement garantir un revenu minimum, nous, de notre côté, on a pris le parti de faire une grille tarifaire différente. Pour la simple et bonne raison, c'est que le programmatique garanti, nous, intervient en priorité par rapport aux autres flux. D'accord. Voilà. Merci Johanna pour ces précisions. Benjamin? Je pense que c'est clairement une question de yield et d'arbitrage. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de se dire j'ai mes ventes directes, ensuite j'ai l'open auction qui arrive. On a des technologies qui permettent de mettre en compétition l'ensemble des leviers. Et derrière, on arbitre. Est-ce que je veux tout mettre en compétition? Est-ce qu'une impression open auction, si elle est 8 € du CPM, je la fais passer devant une vente directe qui est à 3 €? Ça, c'est de l'arbitrage. Ça peut être le cas. Ça peut être de se dire, non, j'ai des deals avec des annonceurs qui sont prêts à investir à l'année, à se projeter. Dans ce cas-là, je vais peut-être les favoriser. Je pense qu'il faut se concentrer par levier. C'est de se dire, sur les ventes directes, gré à gré hors programmatique, je me concentre sur les opérations spéciales. Je propose des opérations sur mesure, bien imaginées pour les annonceurs, en ADN avec ma marque. Voilà. Le but, c'est pas partir non plus dans l'espace. Sur la partie direct deal programmatique garantie, soit j'ai la capacité d'activer de la data éditeur à forte valeur, et dans ce cas-là, je l'ai pas en open auction, donc je passe par un deal. Soit je veux effectivement sécuriser d'un point de vue annonceur ou agence un inventaire à un moment donné, je passe par du programmatique garanti. Et puis enfin, arrive l'open auction qui là, elle, va venir monétiser le reste de l'inventaire au meilleur prix. Voilà. Merci Benjamin pour cette synthèse et cette clarté. Thierry, ton avis sur cette dichotomie ou pas d'ailleurs, entre programmatique et vente directe, comment concilier les deux approches tout en réussissant à développer la croissance des revenus? Alors effectivement, ce qui, selon moi, il faut comprendre, c'est que la programmatique, c'est un canal. En fait, la relation commerciale, elle est la même. On parle aux mêmes personnes, ou du moins, un éditeur va continuer à vendre son inventaire, le même, le premium, que ça soit en gré à gré, coup de téléphone et contrat, ou que ça soit dans les canaux programmatiques. Donc finalement,
C'est juste qu'on a une déportation sur le canal, mais ça reste la même relation commerciale. Donc là, le sujet, c'est, oui, mais le gré à gré, il est vendu plus cher que la programmatique de base. Je comprends. Et c'est pour ça que le PG, donc le Programmatic Guarantee qui a été expliqué, permet de faire un transfert. Donc là, selon moi, déjà depuis quelques temps, et ça va continuer, il y a un vrai transfert du marché sur les achats vers le Programmatic Guarantee. Donc on a le gré à gré qui est de moins en moins acheté en display, je parle surtout, et qui va beaucoup vers la programmatique. Ça, je pense que ça va continuer et ça va être majoritaire. Ensuite, effectivement, comme l'a dit Benjamin, ça ne veut pas dire que le gré à gré va mourir. C'est que le gré à gré, il faut qu'il se réinvente et ça va aller vers des opérations spéciales, des plateformes dédiées, de la création de contenu, de la vente de contenu. Et c'est là où il y aura une valeur ajoutée, selon moi, de l'éditeur par rapport à un contrat gré à gré. Et la programmatique, du coup, c'est génial puisque c'est automatique. Et donc, ça permet de se connecter vraiment de manière automatique entre achat et vente. Et ça va permettre de fluidifier. C'est plus simple. L'acheteur, il est ravi, c'est beaucoup plus simple. Il va pouvoir lui programmer sa campagne et tac, ça va se diffuser, il va maîtriser, faire du lead là-dessus. Et moi, en tant que vendeur, la vraie problématique, c'est je ne veux pas perdre de revenus puisque le gré à gré, je le vendais plus cher. Donc la logique, Programmatic Guarantee, si tu veux la même chose, je te le réserve et le canal programmatique est activé et je te réserve cet inventaire-là. Merci Thierry pour ces précisions. Bruno, c'est pour toi le mot de la fin, succinct. Succinct. Alors, pendant longtemps, l'OpenRTB a été considéré comme le fond de cuve des éditeurs. C'était des campagnes qui étaient mises en... C'était un terme très souvent employé il y a quelques années, fond de cuve. Ça fait longtemps. Ouais, c'était des campagnes qui étaient mises en tout bout de chaîne. Depuis, les mentalités ont changé, grâce notamment à des technologies qui ont fait évoluer tout ça. Et maintenant, on est sur une approche... On est passé d'une approche verticale, avec des intégrations en waterfall, donc en cascade, vers une approche beaucoup plus horizontale, où les différents types d'achats, donc programmatique, OpenRTB et gré à gré, vont être mis en compétition en temps réel pour récupérer la meilleure monétisation possible. Et pour concilier justement ces deux approches, il faut que les modes d'achat soient différents. C'est-à-dire pour l'OpenRTB, il faudra plus se positionner sur de l'achat au CPM. Là, on va être plus sur des typologies d'acheteurs type trader média, alors que pour le gré à gré, on va plus se positionner sur une logique d'achat, en tout cas les acheteurs, à la performance, à la vidéo vue, au clic. Et là, on va plus être sur des acheteurs type expert. Certains ont le droit de ne pas être d'accord avec toi, mais... Ouais. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Et l'éditeur, dans tout ça, il va utiliser de plus en plus une configuration de header bidding pour gérer leur publicité et bénéficier d'une enchère unique pour chacun des placements et optimiser, grâce à cette mise en compétition des campagnes programmatiques et directes, de la meilleure monétisation. Et c'est pour ça que nous, on s'est adapté, côté Smile Wanted, pour proposer une solution clé en main d'header bidding aux éditeurs. Et ça, à partir de courant 2020, parce qu'il faut être agile. On a une équipe de plus de 15 développeurs et ça nous permet d'être agile dans ce milieu digital qui est en permanente en mouvement. Bon, Johanna, je te vois sourire. Tu veux répondre ? Non, oui, je veux bien. Pour moi, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord et en phase sur la façon d'adresser. Bien évidemment, on adresse le marché, que ce soit en programmatique ou en gré à gré. Après, il y a une façon d'avoir la cascade, en effet, des inventaires. Mais en tout cas, pour la partie Programmatic Guarantee, pour moi, elle ne correspond pas qu'à une partie de performance. Pour moi, elle intervient aussi sur des formats qui sont très premium, très branding. Ils ne sont pas forcément que dans une notion de performance. Donc voilà, où plutôt l'OpenRTB, pour moi, est plutôt dans une notion de performance parce qu'on va être peut-être sur des floors un peu plus bas, sur des formats IAB beaucoup plus classiques, avec des ICPM plus faibles. Donc voilà, c'est là où moi, je vois les choses un peu différemment, mais en tout cas, c'est la diversité qui fait la richesse de ce monde. Exactement, je confirme. Et donc, merci Johanna d'avoir été la porte-parole des éditeurs sur ce plateau et sur le marché par rapport au point de vue de Bruno. En tout cas, ça veut dire qu'on était sur un débat très enrichissant. Je vous remercie de l'avoir alimenté et je vous dis, j'espère, à bientôt. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat sur les pistes d'émergence des éditeurs dans l'offre programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le header bidding a été un levier majeur permettant aux éditeurs de valoriser au mieux leurs inventaires via un yield automatisé. 2. Le marché des éditeurs opère de plus en plus fortement leur offre gré à gré via les process programmatiques. 3. Pour émerger sur le programmatique, les éditeurs ne peuvent plus se passer d'un socle technologique solide.
Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias, CB News et Redcard, ainsi que le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.